Mes parents ont vendu ma maison et ma voiture pour financer le rêve de ma sœur. Non, je ne plaisante pas. Ce n'est pas un scénario de film, c'est ma vraie vie. Ils m'ont dit que je devais faire des sacrifices et que la famille était tout. Mais lorsque j'ai choisi de riposter et de les poursuivre en justice, tout le monde s'est retourné contre moi. Amis et parents m'ont traité de ingrat et de froid. Et vous? Que feriez-vous à ma place? Suivez mon histoire et faites-moi part de vos réflexions. Je m'appelle Michael, j'ai 32 ans, je suis directeur de succursale dans une grande entreprise de technologie à New York, avec un revenu annuel de $500 000. Je possède un appartement de luxe au cœur de Manhattan, je conduis une voiture de luxe et j'ai une carrière solide dont beaucoup rêvent. De l'extérieur, tout le monde pense que je vis le rêve. Ils voient mon succès, ma richesse et ma liberté, mais ils ne voient pas ma solitude, pas de famille pour célébrer mes réussites, pas de dîner chaleureux, ni d'appels téléphoniques affectueux de la part de mes proches. Je m'y suis habitué parce que j'ai rompu tout lien avec eux il y a 3 ans. Il y a 3 ans, en ce jour précis, j'ai découvert que ma famille m'avait trahi. Ils m'ont utilisé et ont brisé ma confiance d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je leur faisais confiance, je les aimais et je croyais que quoi qu'il arrive, nous serions toujours une famille. Mais je me trompais. Et ce jour-là, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, m'en aller et leur faire payer ce qu'ils avaient fait. Ce jour-là était un vendredi. C'était un jour que je pensais marquer mon retour à la maison après 6 mois d'absence, mais en réalité, c'était le jour où j'ai tout perdu. Je venais d'atterrir à New York en provenance du Canada à 19 heures. Il y a 6 mois, mon entreprise s'est étendue au marché canadien. Comme la nouvelle succursale n'avait pas encore de directeur, j'ai été envoyé pour jeter les bases et m'assurer que tout se déroulait sans problème. Le travail était stressant, avec d'innombrables nuits blanches, mais au moins, je savais que j'avais une maison paisible où retourner. Je m'étais imaginé franchir ma porte familière, enlever mon costume lourd, verser un verre de vin et m'enfoncer dans mon canapé préféré, savourant enfin un rare moment de paix après 6 mois de dur labeur. J'ai sorti ma valise de l'aéroport et j'ai pris un taxi. Sur le chemin du retour, j'ai regardé par la fenêtre tandis que les lumières de la ville défilaient. New York était aussi animé que lorsque je l'avais quitté, mais au fond de moi, je ressentais un étrange malaise. Quelque chose n'allait pas. 30 minutes plus tard, je suis arrivé chez moi, mais au moment où le taxi a tourné dans ma rue, je me suis figé. Ma Porsche, ma voiture fétiche, que je garais toujours devant ma maison, avait disparu. J'ai froncé les sourcils, plissant les yeux pour m'assurer que je ne me trompais pas. Peut-être que mon père ou Harper l'avait emmené quelque part, ai-je pensé. Après avoir payé le taxi, j'ai rapidement pris ma valise et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Les lumières de la maison étaient allumées, mais une vague de malaise s'est installée dans ma poitrine. J'ai mis la main dans ma poche de manteau, j'ai sorti mes clés et je les ai insérées dans la serrure. Elles n'ont pas tourné. Je me suis arrêté, j'ai regardé de plus près, j'ai essayé à nouveau à rien. La serrure avait été changée. Un frisson froid m'a parcouru l'échine. Gardant mon calme, j'ai frappé fermement à la porte. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des pas à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Devant moi se tenait une femme d'une quarantaine d'années, bien habillée, me regardant avec une expression perplexe. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé calmement. J'ai froncé les sourcils. « Excusez-moi, mais c'est ma maison. »« Qui êtes-vous » Elle a légèrement rétréci les yeux avant de laisser échapper un petit rire, comme si je venais de dire quelque chose de ridicule. « Vous devez vous tromper. Nous sommes les nouveaux propriétaires de cette maison. » Je suis resté là, stupéfait. Que se passait-il? Je suis reculé et j'ai regardé autour de moi, mais non, c'était bien ma maison. L'adresse et la rue étaient les mêmes. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la carte et j'ai vérifié l'emplacement. Il était impossible de se tromper. Mon cœur battait plus fort. Mais si c'était ma maison, pourquoi ne pouvais-je pas entrer? Pourquoi une inconnue vivait-elle ici? J'ai croisé le regard de la femme, ma voix plus stable cette fois. Non, je ne me trompe pas. C'est ma maison. Je suis le propriétaire légal et je ne l'ai jamais vendue à personne. Elle est restée silencieuse un instant, puis a soupiré, comme si elle avait affaire à quelqu'un de dément. Attendez ici. Elle a disparu à l'intérieur pendant environ 2 minutes. À son retour, elle tenait une pile de documents. Elle m'a remis une feuille de papier et a dit d'un ton mesuré, « Voici l'acte. J'ai acheté cette maison il y a 5 mois.
La vente était parfaitement légale. J'ai pris le document et je l'ai scanné. Mon nom n'y figurait plus. Le propriétaire actuel était indiqué comme étant tel. La transaction avait été finalisée. Je n'avais pas besoin de réfléchir à deux fois pour savoir qui avait fait cela. Mes mains se sont serrées autour des papiers, tout mon corps est devenu froid. Mes parents. Ils avaient vendu ma maison sans mon consentement. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Sans hésitation, j'ai appelé un taxi. Une seule pensée m'obsédait, je devais les confronter immédiatement. Juste hier, mes parents m'avaient appelé, leur voix était pleine de chaleur. Ils m'ont demandé comment se passait le travail au Canada, si je me portais bien et quand je rentrerais les voir. Ils n'ont jamais mentionné qu'ils avaient vendu ma maison il y a 5 mois. La voix douce de ma mère résonnait encore dans mes oreilles, « Michael, assure-toi de prendre soin de toi. Le travail est-il trop stressant? Rentre chez toi quand tu as le temps. » Maintenant, ces mots me semblaient totalement faux. Ils m'avaient trahi. 15 minutes plus tard, je me tenais devant la maison de mes parents. J'ai pris une grande inspiration, me forçant à rester calme, puis j'ai sonné à la porte. La porte s'est ouverte. Mes parents sont apparus, leurs yeux se sont ouverts de surprise lorsqu'ils m'ont vu debout là. « Michael, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais ?» a demandé ma mère, sa voix pleine de choc. Je n'ai pas répondu. Je me suis engouffré à l'intérieur, me dirigeant directement vers le salon. Ils ont rapidement refermé la porte derrière moi, se précipitant après moi avec des expressions perplexes. Je me suis retourné, mon regard vif comme un couteau, ma voix froide et coupante. « Vous avez vendu ma maison. » L'air de la pièce est devenu lourd en un instant. Mes parents ont échangé des regards. Ils ne l'ont pas nié tout de suite. « Michael, calme-toi, » a finalement dit mon père, sa voix s'abaissant. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Ma mère a hoché la tête, s'avançant, tendant la main comme pour me calmer. « C'est vrai, fils. Nous l'avons juste emprunté temporairement. Encore quelques mois, et nous te la rendrons. » Je suis reculé, évitant son contact. « Emprunté? De quoi parlez-vous? Comment avez-vous pu vendre ma maison sans me le dire? » Mon père a soupiré, détournant les yeux. Ma mère a balbutié, luttant pour trouver les mots justes. Je les ai regardés, ma voix plus froide que jamais. Pourquoi? Pas de réponse immédiate. Je pouvais voir le reflet de la culpabilité et de l'inquiétude dans leurs yeux. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, mon père a poussé un profond soupir, a baissé la tête et a murmuré, « Nous avons vendu ta maison et ta voiture pour obtenir 800 000 $ pour qu'Harper investisse en bourse. » Silence. Toute la pièce semblait s'être figée. Je suis resté là, complètement stupéfait. J'ai rugi de colère. Harper encore. C'est toujours elle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que toute ma vie, tout ce que j'ai, est pris pour elle? Ma voix a tonné dans la pièce, brisant le faux silence qu'ils essayaient de maintenir. J'avais déjà vu ce schéma. Encore une fois, mes biens étaient sacrifiés pour leur enfant chéri. Mon père a tressailli, levant une main comme pour me calmer. « Michael, tu dois te détendre. Harper est ta sœur. Elle est intelligente, elle a du potentiel. En tant que son frère aîné, investir en elle est la bonne chose à faire. Cette fois, elle fera des bénéfices. » J'ai éclaté d'un rire amer. Combien de fois maintenant? Combien de fois ai-je déjà investi en elle mes gains, mes économies? Combien de fois les avez-vous empruntés pour aider Harper à s'enrichir? Et quel est le résultat? Ils ont hésité. Ils n'avaient pas de réponse immédiate. Michael, ce n'est pas la faute d'Harper, s'est empressé de défendre sa mère, comme toujours. Elle ne voulait pas non plus. Elle a juste eu de la malchance. J'ai serré les poings, la rage brûlant dans ma poitrine. Non, pas cette fois. J'ai regardé directement leurs yeux, ma voix comme une lame. Vous avez exactement une semaine. Si vous ne me rendez pas ma maison et ma voiture, j'irai à la police. Je vous traduirai en justice, et je jure que vous irez tous en prison cette fois. Mon père a claqué sa main sur la table, le visage rouge de fureur. Petit ingrat. C'est comme ça que tu parles à tes parents? J'ai rencontré son regard sans broncher. Désolé, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez qu'un seul enfant, Harper. Les mots ont fendu l'air comme un couteau.
Mes parents se sont figés, leur visage pâlissant. Ils savaient que j'étais sérieux. Ils savaient que j'avais épuisé ma patience. Je me suis retourné et je suis parti sans un autre mot. En sortant de la maison, j'ai claqué la porte derrière moi, laissant derrière moi les deux personnes que j'appelais autrefois ma famille. Ce soir-là, j'ai réservé une chambre d'hôtel, avec une seule pensée qui me trottait dans la tête, ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie, pensant que j'étais toujours le fils obéissant qu'ils contrôlaient. En entrant dans ma chambre d'hôtel, je me suis dirigé directement vers la salle de bain, j'ai ouvert l'eau froide et je l'ai laissé me tomber dessus. L'eau était la seule chose qui pouvait me garder les pieds sur terre. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément, sentant chaque goutte glisser sur ma peau, emportant le chaos dans mon esprit. Famille, maison, voiture et argent tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête sans issue. Je me suis senti un peu plus léger lorsque j'ai finalement sorti de la douche, mais le vide persistait. Sur la table, le café que j'avais commandé en arrivant était bien en place, laissé par le personnel de l'hôtel. Je l'ai pris, en prenant une longue gorgée. Curieusement, il n'avait pas un goût aussi amer que d'habitude aujourd'hui, peut-être parce que la vérité que je devais avaler était bien plus amère. Je me suis adossé à ma chaise, regardant fixement la vitre, les lumières de la ville s'y reflétaient, reflétant une version de moi épuisée, vidée, mais refusant de rompre. Et puis les souvenirs ont commencé à refaire surface. Harper est ma sœur cadette, de 3 ans ma cadette. Dès sa naissance, nos parents l'ont adorée et gâtée, ainsi que moi. J'étais le frère aîné qui devait céder à ses désirs quoi qu'il arrive. Enfant, chaque fois que j'avais un jouet que Harper voulait, mes parents me forçaient à le lui donner. Si je refusais, ils me traitaient d'égoïste. Tu es le grand frère, tu dois la laisser l'avoir. Cette phrase répétait encore et encore une règle tacite dans notre maison. Plus je vieillissais, plus cela devenait clair, tout ce que Harper voulait, Harper l'obtenait. Si je voulais quelque chose, je devais le gagner moi-même. À 17 ans, j'ai réalisé pour la première fois qu'Harper n'était pas seulement gâtée, elle pouvait faire du mal et ne jamais en subir les conséquences. Elle m'a volé $200. Ce n'était pas grand-chose pour certaines personnes, mais pour moi, c'était tout l'argent que j'avais gagné en travaillant de longues heures, en économisant chaque centime de mon travail à temps partiel. Quand je l'ai découvert, j'étais furieux. J'ai exigé qu'elle me le rende. Harper a juste ri, comme si c'était une blague. Mais le plus choquant n'était pas ce qu'elle avait fait, c'était la réaction de nos parents. Ils ne l'ont pas grondée, ils ne l'ont pas forcée à s'excuser. Au lieu de cela, ma mère a dit doucement, « Michael, c'est ta sœur. Vous n'êtes que vous deux dans ce monde, tu devrais laisser tomber. » Mon père a hoché la tête en signe d'accord. « C'est vrai, fils. C'est ta petite sœur, tu ne peux pas être mesquin avec elle comme tu le serais avec un étranger. » Mesquin. Je me souviens avoir serré les poings, ressentant un profond sentiment d'injustice, mais je ne pouvais rien faire parce qu'Harper avait toujours raison pour eux. Lorsque je suis allé à l'université, j'ai dû jongler entre les études et le travail. Mes parents ne couvraient que mes frais de scolarité, je devais tout le reste nourriture, livres, loyer et tout seul. Je travaillais à temps partiel, je restais éveillé tard pour faire des heures supplémentaires, je servais des tables dans un café et je réparais des ordinateurs pour joindre les deux bouts. Harper ? Elle n'a jamais eu à lever le petit doigt. Mes parents ont payé ses frais de scolarité, son loyer, sa nourriture et ses divertissements. Si elle voulait un nouvel ordinateur portable, ils le lui achetaient immédiatement. Si elle voulait voyager, ils couvraient les frais sans hésitation. Chaque fois que je demandais pourquoi la différence, leur réponse était toujours la même, tu es le frère aîné, tu dois être indépendant. Harper est une fille, elle a besoin d'être prise en charge. Mais ce qui m'a le plus dégoûté, c'est la façon dont ils l'adoraient comme une sorte de génie, alors que je savais précisément à quel point elle était incompétente. Si elle obtenait une mauvaise note, Harper était malade, c'est pourquoi. Si elle résolvait un problème de mathématiques de première année alors qu'elle était en 3e année, Harper est une enfant prodige. Si elle échouait à un projet, elle a simplement eu de la malchance. Harper est brillante. Ils l'ont tellement gâtée qu'elle est devenue délurée. Elle croyait vraiment être plus intelligente que tout le monde. Elle pensait que le monde tournait autour d'elle. Et maintenant, mes parents venaient de vendre ma maison et ma voiture, lui remettant $800 000 pour investir en actions et une fille qui ne savait même pas faire la différence entre les revenus et les bénéfices. Et ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait mon argent pour lancer une entreprise. J'avais perdu pas moins de $200 000 en finançant ces soi-disant projets géniaux. La première fois,
c'était juste après qu'elle ait obtenu son diplôme universitaire. Elle avait annoncé avec enthousiasme qu'elle voulait ouvrir un café unique avec un modèle d'affaires innovant qui dépasserait Starbucks. J'y ai investi 50 000 $. Un an plus tard, le café a fermé. Je n'ai jamais eu d'excuses, juste une remarque désinvolte de mes parents, Harper est encore jeune, elle a besoin de défis pour grandir. La deuxième fois, elle est revenue avec une autre idée révolutionnaire, retourner des appartements bon marché pour la revente. Elle a juré qu'elle réaliserait des bénéfices massifs et que l'immobilier était toujours un investissement sûr. Je lui ai donné 100 000 $ de plus. 2 ans plus tard, le projet a échoué. Lorsque j'ai demandé où était passé mon argent, elle a haussé les épaules. C'est un investissement, frère. Parfois, on gagne, parfois, on perd. La troisième fois, elle voulait ouvrir une boutique de mode. Elle affirmait avoir le sens du style et pouvoir faire de sa marque le prochain grand succès. Je ne voulais pas m'en mêler, mais mes parents m'ont mis la pression. Ma mère a pleuré, mon père m'a interrogé. Te rends-tu compte à quel point elle travaille dur? C'est ta sœur. Pourquoi es-tu radin pour seulement 60 000 $? Si tu ne l'aides pas, tu ne mérites pas d'être son frère. Au final, j'ai perdu encore 60 000 $. Chaque fois, l'argent m'était emprunté. Si je refusais, mes parents feraient tout pour me briser. Ils me qualifieraient d'égoïste, m'accuseraient de ne pas aimer ma sœur et diraient que je ne me souciais que de moi-même. Et si tout le reste échouait, ma mère recourait à son arme ultime, menacer sa propre vie. Si tu n'aides pas Harper, je n'ai aucune raison de vivre. Pendant tout ce temps, Harper ne m'a jamais remercié. Elle ne m'a jamais remboursé un seul centime. Un coup à la porte m'a ramené à la réalité. J'ai posé mon café, j'ai respiré profondément pour me calmer, puis je me suis levé pour ouvrir la porte. David, mon avocat et l'un de mes amis les plus proches, se tenaient dans le couloir. Je l'ai appelé alors que j'étais encore dans le taxi, sachant que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à démêler ce gâchis. David est entré, a enlevé son manteau et s'est assis, ses yeux avaient un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, bien qu'il connaissait probablement déjà la réponse. Je me suis détendu, j'ai fermé les yeux brièvement et je lui ai tout raconté de ma mission de travail de 6 mois au Canada à mon retour à la maison et à la découverte que mes parents avaient vendu ma maison et ma voiture à mon insu. Je n'arrive pas à y croire. Avant de partir pour le Canada, je ne faisais confiance à personne d'autre, alors j'ai demandé à mes parents de s'occuper de ma maison, et maintenant je reviens pour découvrir qu'ils l'ont vendue il y a 5 mois. J'ai regardé David, attendant sa réaction. Il n'a pas parlé tout de suite, il m'a étudié avec le regard perçant d'un avocat, puis s'est détendu sur sa chaise, croisant les bras et réfléchissant. « S'ils ont vendu votre maison, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, » a-t-il dit. J'ai froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» David a tapé légèrement ses doigts contre la chaise, parlant lentement. « Il pourrait y avoir une fraude. Personne ne peut légalement vendre une propriété au nom de quelqu'un d'autre sans son consentement, à moins que... » J'ai serré les dents, un sentiment de malaise grandissant dans ma poitrine. À moins que quoi? David a soupiré. À moins qu'il n'ait falsifié des documents. Un frisson froid m'a parcouru l'échine. Tu dis qu'ils ont falsifié ma signature? David a haussé les épaules, les yeux perçants. Pas nécessairement. Il existe de nombreuses lacunes juridiques que la personne moyenne ne remarquerait pas. Ils auraient pu falsifier un document de procuration, faisant croire que vous les avez autorisés à vendre la maison et la voiture, ou il pourrait s'agir d'un acte de donation, quelque chose avec votre signature dessus. Je me suis figé. Un acte de donation? David a hoché la tête. Oui. Si vous avez signé quoi que ce soit au cours des 6 derniers mois sans le lire attentivement, ils auraient pu échanger des documents sans que vous vous en rendiez compte. David a soudainement ri, sa voix pleine de sarcasme. Ou peut-être étiez-vous ivre et avez-vous signé quelque chose sans le savoir. Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence cela arrive. J'ai froncé les sourcils, ne trouvant pas la blague drôle du tout, mais au fond, je savais que David avait raison. Si mes parents avaient falsifié des documents ou manipulé ma signature, je n'allais pas laisser passer ça. J'ai essayé de me souvenir, fouillant dans mes souvenirs, cherchant un moment où j'aurais pu signer quelque chose concernant mes biens. Puis soudain, ça m'a frappé. J'ai crié, ma voix si forte que David a sursauté. Quoi? Tu te souviens de quelque chose? A-t-il demandé, les yeux grands ouverts. J'ai serré les poings tandis que le souvenir refaisait surface,
cristallin, comme si cela s'était passé hier. Le jour où je suis parti pour l'aéroport, mes parents et Harper étaient venus me voir. Ils m'ont remis une pile de documents avant que je n'entre dans la zone de départ. Michael, signe ça rapidement, a dit ma mère, sa voix désinvolte, comme si c'était une procédure de routine. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Juste une procuration, a-t-elle répondu tranquillement. Tu seras absent pendant 6 mois, donc si des réparations sont nécessaires à la maison, nous pouvons nous en occuper pour toi. De plus, si la police ou le gouvernement doit vérifier quoi que ce soit concernant la propriété pendant ton absence, nous pouvons nous en occuper. Je leur faisais confiance. Je me souviens avoir demandé pourquoi autant de pages. Mon père a ri, me tapant sur l'épaule comme si j'avais posé une question stupide. Juste pour être sûr, fils. Certaines réparations nécessitent des copies originales et des copies conformes pour être soumises. À l'époque, une partie de moi les croyait, l'autre partie était pressée. Mon vol allait embarquer. Je n'avais pas le temps de m'asseoir là à lire chaque mot. J'ai survolé les premières lignes, j'ai vu les mots, procuration, et je les ai tous signés. Je n'ai pas vérifié. Je ne pensais pas qu'il me trahirait. Et maintenant, je payais le prix de ma stupidité. David m'a regardé pendant un long moment, puis a soupiré, sa prise se resserrant autour de sa tasse de café comme s'il voulait la briser. Tu viens de leur donner un billet d'or pour te ruiner, a-t-il dit. David s'est levé, ajustant son manteau, ses yeux étaient calculants et perçants. C'est compliqué, a-t-il dit, sa voix basse mais ferme, sans trace de panique. Mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les papiers. Je vais tout examiner et vérifier les documents. Retrouve-moi demain après-midi, j'aurai des nouvelles pour toi. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je faisais confiance à David. Si quelqu'un pouvait exposer cette arnaque, c'était lui. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné une dernière fois, son expression sérieuse. Reste calme, Michael. Plus tu seras en colère, plus ils penseront que tu abandonneras. Je ne savais pas si je pouvais faire ça. La porte s'est refermée derrière lui, la pièce est tombée dans un silence étrange. Je me suis détendu sur ma chaise, regardant le plafond. Pourquoi m'aurait-il fait ça? Que avais-je fait pour mériter ça? Ils n'ont pas seulement pris mon argent, ils ont pris ma confiance à mes parents, les personnes qui étaient censées me protéger, Harper, la sœur qui était censée me respecter. J'ai serré mon téléphone, mes doigts tremblants de rage. Je voulais la maudire, je voulais lui crier dessus, l'entendre admettre son impudence et voir comment elle justifierait ses actes. J'ai appelé Harper. Le téléphone a sonné, pas de réponse. J'ai rappelé un même résultat. Harper ne décrochait pas. Elle savait que j'étais de retour, elle savait tout, et maintenant elle se cachait de moi. 2 semaines plus tard, ma vie a lentement commencé à retrouver un certain ordre. Je ne pouvais pas rester indéfiniment à l'hôtel, alors j'ai passé du temps à chercher un nouvel appartement. Même si tout n'était pas encore terminé, je savais que je devais continuer à avancer. Ce jour-là, j'étais debout dans un appartement en hauteur surplombant Central Park, écoutant l'agent immobilier expliquer les caractéristiques intérieures, lorsque mon téléphone a recommencé à sonner sans arrêt. Je l'ai ignoré, mais la sonnerie n'a pas cessé. Annoyé, j'ai finalement sorti mon téléphone de ma poche. Mon père appelait. J'ai refusé. Quelques secondes plus tard, ma mère a appelé. Refusé. Pas une minute ne s'est écoulée avant que le nom de Harper ne s'affiche à l'écran. Je l'ai regardé, mon cœur était froid et régulier. Je n'avais pas besoin de deviner pourquoi ils appelaient. Ils avaient reçu la plainte, ils paniquaient, terrifiés par les conséquences sur le point de s'abattre sur eux. Je n'avais aucune raison de répondre d'excuses, supplications, peut-être même me blâmer. Quoi qu'ils aient à dire, je m'en fichais. Sans hésitation, j'ai bloqué tous leurs numéros. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, me suis tourné vers l'agent et ai fait un petit signe de tête. Continuez, ai-je dit. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas mes parents ou Harper. C'était oncle Jacques. C'était le frère aîné de mon père, qui était toujours resté neutre dans les affaires de famille. Nous n'étions pas proches, mais il n'était pas du genre à prendre parti sans réfléchir. S'il appelait aujourd'hui, c'était probablement comme médiateur. J'ai décroché, et sa voix est passée immédiatement. Michael, je sais que tu es en colère,
Mais ne peux-tu pas laisser une porte de sortie à tes parents? Quoi qu'il arrive, ils restent ta famille. Ils restent tes parents. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et je suis resté calme avant de répondre. Oncle Jacques, si grand-père avait vendu ta maison, vendu ta voiture et donné tout l'argent à mon père, qu'aurais-tu fait? Il a hésité pendant quelques secondes. Pourquoi me poses-tu cette question? J'ai souri, entendant l'incertitude dans sa voix. Parce que c'est exactement ce que mes parents ont fait à moi. Un long silence s'est installé entre nous. Je pouvais presque imaginer le regard stupéfait sur son visage lorsqu'il a réalisé que les choses n'étaient pas comme on le lui avait dit. Finalement, il a reparlé, sa voix empreinte de doute. Pas possible. Tes parents m'ont dit qu'ils t'avaient simplement emprunté de l'argent et qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de le rembourser encore. Ils ont dit que tu avais réagi de façon excessive et que tu les avais poursuivis en justice par colère. C'est ce qu'ils ont dit à toute la famille. J'ai éclaté d'un rire sans humour. Ah bon? Eh bien, alors, lorsque la date du procès arrivera, j'inviterai toi et toute la famille à assister à la vérité par vous-même. Je n'ai pas attendu sa réponse, j'ai raccroché. La vérité allait bientôt éclater. Je n'avais plus rien à expliquer. Après un silence complet, nous nous sommes finalement retrouvés 2 mois plus tard au tribunal. Mes parents étaient assis à la table des accusés. Harper était à leur côté, serrant son sac à main étroitement. J'ai vu ma mère jeter des regards nerveux autour d'elle, comme si elle cherchait le soutien de quelqu'un. Et puis ils se sont figés, leurs yeux se sont élargis de surprise lorsqu'ils ont remarqué combien de parents étaient venus assister au procès. J'ai vu les sourcils de mon père se froncer, son visage s'assombrissant lorsqu'il a réalisé que plusieurs membres de la famille le regardaient, lui et ma mère, avec suspicion. Le mensonge, celui où il prétendait avoir simplement emprunté de l'argent mais ne l'avait pas encore remboursé, s'effondrait. Il connaissait maintenant la vérité. Quelques jours avant le procès, j'avais envoyé un texto à oncle Jacques, lui demandant de passer le mot et d'inviter tout le monde. Je voulais qu'ils le voient de leurs propres yeux, qu'ils voient comment les personnes qui prétendaient m'aimer m'avaient trahi. Alors que j'entrais dans la salle d'audience, tous les 3, mes parents et Harper, ont tourné les yeux vers moi. Mon père a fulminé, ma mère est devenue pâle, et Harper, elle est restée assise là, me regardant avec une expression impénétrable. Personne n'a dit un mot, mais dans leurs yeux, je pouvais voir la seule pensée qui traversait leur esprit, ils n'avaient jamais imaginé que j'irais jusqu'au bout. À exactement 8 heures, le procès a commencé. L'atmosphère dans la salle d'audience était lourde, la tension enveloppant tout le monde comme un épais brouillard. L'avocat de mes parents s'est levé, a ajusté sa cravate et a parlé. Votre honneur, mes clients n'ont rien fait de mal. Les accusés ont simplement agi dans le cadre de l'autorité légale qui leur a été conférée. Le demandeur, Michael, a volontairement signé une procuration, donnant à mes clients le plein contrôle de la maison et de la voiture. Je suis resté silencieux, impassible. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Nous avons des preuves irréfutables, a-t-il poursuivi. Les documents sont parfaitement légitimes, contenant la signature du demandeur et notarié le 23 octobre 2021. Il a fait une pause, me regardant avec confiance, comme si cette affaire était déjà gagnée avant même qu'elle ne commence. Dès qu'il eut fini de parler, je pus sentir les yeux de mes parents et de Harper se planter en moi, les yeux de personnes qui croyaient avoir déjà gagné. Ma mère a légèrement relevé le menton, un léger sourire narquois se glissant sur ses lèvres. Harper a croisé les bras, se penchant en arrière sur sa chaise, les yeux brillants de satisfaction. Mon père a simplement levé un sourcil, mais la façon dont il m'a regardé calme, arrogant, assuré m'a tout dit. Il croyait vraiment m'avoir acculé. J'ai entendu des chuchotements se répandre dans le public derrière moi. S'il a signé une procuration, quel est l'intérêt de cette poursuite? Les parents ne tromperaient pas leur enfant, n'est-ce pas? C'est trop. Je veux dire, c'est sa propre famille. J'ai légèrement souri, mais au fond, je n'étais pas du tout inquiet. Dès que le juge a hoché la tête, signalant à David, mon avocat, de présenter notre cas, il s'est levé calmement, a ajusté son costume et a pris un dossier. Son regard perçant a balayé la salle d'audience. Votre honneur, a commencé David, sa voix ferme et assurée, le 23 octobre 2021, lorsque les accusés affirment que mon client a signé une procuration, mon client n'était pas aux États-Unis. Il était au Canada pour une mission d'affaires de 6 mois. Il a fait une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans la salle. Par conséquent, la procuration notariée est nulle et non avenue. Le notaire s'est livré à une conduite frauduleuse, ce qui constitue une infraction pénale.
La salle d'audience a éclaté en chuchotements. J'ai vu la confiance s'échapper du visage de mes parents. Ma mère s'est tournée vers Harper comme pour lui demander silencieusement des explications. Mon père a froncé les sourcils, essayant de garder son calme. Le visage de Harper est devenu pâle, elle a serré son sac à main étroitement, la panique s'insinuant dans ses yeux. Et puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. 2 policiers sont entrés, escortant un homme en costume gris, les mains menottées dans le dos le notaire. Pendant un bref instant, le temps a semblé se figer. David a continué, imperturbable. Votre honneur, les autorités ont lancé une enquête après que mon client ait déposé sa plainte. Elles ont confirmé que ce notaire avait accepté un pot de vin de $20 000 de la part des parents de mon client pour falsifier le document notarié. Un soupir a rempli la pièce. Mon père est devenu pâle, ayant l'air de vouloir dire quelque chose, mais le juge a levé la main pour demander le silence. J'ai regardé mes parents à nouveau. Leur arrogance antérieure avait disparu, il n'y avait plus que du choc, de la peur. Le juge s'est tourné vers le notaire. Avez-vous quelque chose à dire ? L'homme a tremblé, puis a finalement soupiré et hoché la tête. Oui. Je vais tout raconter. Tous les regards se sont fixés sur lui. C'est vrai. J'ai accepté $20 000 des parents du demandeur pour authentifier les documents alors qu'il était hors du pays. Mais je n'étais pas complètement imprudent. J'avais des soupçons, alors j'ai appelé pour vérifier. Alors pourquoi avez-vous quand même signé les papiers, a insisté le juge. Parce que lorsque j'ai appelé le numéro du demandeur, il a confirmé qu'il était au Canada. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait. Mes parents étaient figés sur place. David s'est tourné vers moi, attendant ma réponse. J'ai froncé les sourcils, repensant, et puis ça m'a frappé. J'avais reçu un appel d'un bureau de notaire, mais à l'époque, j'avais supposé qu'il s'agissait de documents d'entreprise, pas de ma maison, et je leur avais dit que j'étais au Canada. Pour le notaire, cette confirmation était suffisante. J'ai éclaté d'un rire amer. Mes parents avaient profité de ce malentendu et l'avaient transformé en crime parfait. La tension dans la salle d'audience était extrême lorsque le notaire a admis sa culpabilité. J'ai entendu le grincement d'une chaise qui était repoussée. Espèce de salaud. Je t'ai payé $20 000, et maintenant tu te retournes contre moi, a rugi mon père, le visage rouge de rage. Le juge a frappé son maillet sur la table. Ordre au tribunal. Si vous causez une autre perturbation, je vous ferai expulser. Le silence est retombé dans la salle. Le juge s'est tourné vers l'avocat de mes parents. Conseil pour la défense, avez-vous quelque chose à dire ? L'homme est resté immobile pendant un long moment, puis a soupiré lourdement et secoué la tête. Il savait qu'ils avaient perdu. Il n'y avait aucun argument ni aucune justification qui puisse sauver ce désastre. 5 minutes plus tard, le juge consulta les dossiers puis prononça fermement le verdict. Mes parents furent déclarés coupables de fraude financière et de faux en écriture publique. Ils avaient délibérément falsifié une procuration et l'avaient utilisée pour vendre mes biens sans mon consentement légal. Leur peine, 10 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, ils furent condamnés à me verser $1,2 million, dont $800 000 correspondant aux fonds volés et $400 000 au titre des pénalités et des intérêts accumulés. En cas de non-remboursement, le tribunal saisirait leurs biens pour couvrir la dette. Harper, bien que non directement impliquée dans la falsification, était consciente du crime et n'a rien fait pour le dénoncer. Elle fut reconnue coupable de complicité de fraude financière et condamnée à 3 ans de probation avec une amende de $100 000. Elle serait immédiatement incarcérée en cas de récidive durant sa période de probation. Quant au notaire qui avait accepté le pot de vin et authentifié frauduleusement les documents, il fut condamné à 15 ans de prison, sa licence de notaire fut révoquée définitivement, et il reçut une amende de $250 000 pour fraude notariale et corruption. Après avoir lu le verdict, le juge a posé le maillet et a déclaré que la condamnation entrerait en vigueur immédiatement. Les agents se sont avancés, menottant mes parents et le notaire, se préparant à les escorter hors de la salle d'audience. Mes parents étaient figés dans le choc. Le visage de Harper est devenu mortellement pâle. Le notaire a baissé la tête dans la défaite alors qu'il passait devant moi. Ma mère s'est retournée, les yeux flamboyants de haine. « Es-tu content maintenant, espèce de salaud ? Tu as détruit cette famille. » Mon père n'a rien dit, mais la façon dont il m'a regardé plein de ressentiment et d'amertume m'a dit que dans leurs yeux, j'étais le méchant. Je n'ai pas bronché. J'ai rencontré le regard de ma mère,
ma voix calme et inébranlable. Non, toi et votre précieux enfant d'or avez fait ça vous-même. Vous aviez le choix. Vous auriez pu vivre le reste de votre vie confortablement, vieillir avec vos 2 enfants à vos côtés, mais vous n'avez pas choisi ça. Vous avez choisi l'avarice, et voici le prix que vous payez. Elle a serré les dents mais n'avait plus rien à dire. Les agents les ont emmenés. Mon père a détourné le visage, mais j'ai vu ses poings serrés étroitement, un signe silencieux de sa défaite. Au loin, des chuchotements se sont répandus dans la salle d'audience. Certains parents ont murmuré entre eux, mais je pouvais déjà deviner ce qu'ils disaient, ce garçon est impitoyable. Quoi qu'il arrive, il reste ses parents. Qui envoie ses parents en prison? Où est sa piété filiale? Je n'ai pas réagi. Oncle Jacques s'est avancé, posant une main sur mon épaule, sa voix basse. Je suis désolé, Michael, mais je pense que tu as fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je savais que tous les membres de la famille ne ressentaient pas la même chose. Beaucoup d'entre eux m'ont maudit, m'appelant un fils ingrat, une personne sans cœur. Ils ont dit que mes parents étaient âgés et que j'aurais dû leur pardonner. Mais que signifie le pardon lorsqu'ils n'ont jamais été désolés pour commencer? Et puis 3 ans se sont écoulés. 3 ans sans un seul appel, pas un seul message de quiconque dans ma famille. 3 ans à vivre ma propre vie. Pourtant, ces mots de condamnation résonnaient encore dans mon esprit. Je me suis défendu, je me suis battu pour la justice, mais le prix que j'ai payé a été de perdre toute ma famille. Alors, qu'en pensez-vous? Avait-il eu raison ou tort? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager l'histoire et de rester à l'écoute pour plus d'informations. Merci de regarder. À bientôt dans l'histoire suivante. Au revoir, et prenez soin de vous.